Alors, je vous propose de démarrer. Donc, je vais vous présenter notre planning pour ce webinaire et l'équipe qui va m'accompagner. Donc, je suis Hubert Guigny, je suis responsable de l'offre SAP chez Apsia et je commencerai par vous parler des enjeux d'une supply chain digitalisée. Ensuite, Gilles Arbeau de chez SAP, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre, vous présentera l'offre SNOP de SAP, donc qui s'appelle IBP. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà ou pas. Et puis finalement, peut-être le clou du spectacle, ou ce que vous attendez le plus, une démonstration de l'outil SAP IBP lui-même, avec Adrien Delanoë et un temps à la fin pour les questions-réponses. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'il y a un espace dans le chat pour que vous posiez des questions. Quand on pourra, on y répondra en live, et puis sinon, on les reprendra à la fin pour revenir dessus complètement. Alors, je vais me permettre de couper ma caméra, comme ça, pour se concentrer sur la partie texte. Alors, donc, qu'est-ce que la supply chain? Est-ce que vous avez toujours... Vous voyez toujours mon écran? Donc, les métiers, les challenges de la supply chain, je vérifie juste si j'ai bien... Ah non, ok, alors attendez, je repartage mon écran, j'ai tout coupé. Ça devrait être mieux comme ça. Donc, les métiers et le challenge de la supply chain. Donc, habituellement, quand les gens pensent à la supply chain, on pense assez facilement à la logistique au sens large. Donc, les achats, les approvisionnements, éventuellement la gestion de production, les transports, que ce soit amont ou aval. Il y a un deuxième pan qui serait toute la partie gestion de stock. Mais en fait, la supply chain, c'est plus complexe que ça. Il y a aussi toute la partie demand planning qui vient en amont des deux premiers métiers dont on a parlé. Et on est obligé d'inclure la finance dans la supply chain pour avoir une boucle un peu complète. Et donc, au final, alors, c'est pas facile de définir la supply chain. Je pense qu'il n'y a pas de définition exacte qui existe, mais je vous propose celle-ci. Donc, c'est la mise en œuvre et la coordination d'actions visant à mettre à disposition d'un client le bon produit ou service, d'ailleurs, c'est pas forcément un bien, hein, au bon prix et au bon moment. Donc, en fait, c'est un ensemble de chaînes et d'actions dont on parle ici. Et puis, chacun va avoir un rôle spécifique et des objectifs qui lui sont propres, des challenges qui lui sont propres et éventuellement même des biais. Donc, quand on regarde le demand planning, son objectif, ça va être de capter, voire orienter le besoin du client. Son challenge, c'est d'avoir des prévisions de vente les plus fiables possibles parce qu'elles vont nous servir de base après à notre plan industriel et commercial, notre plan directeur de production. Le risque ou le biais de cette partie-là de l'entreprise, c'est éventuellement d'avoir envie de gonfler les prévisions pour s'assurer de ne pas manquer une vente, avec un risque derrière de surstockage. La logistique, de son côté, elle va être la partie qui va assurer le taux de service en réponse à ces besoins qu'on a identifiés et donc assurer l'approvisionnement de cette demande identifiée en amont. Et son challenge, clairement, c'est d'optimiser ce triptyque bien connu de qualité, coût, délai. Son biais, la logistique, parfois, c'est de jouer sur des quantités, notamment massifier des achats pour réduire les coûts fixes. Et puis, il y a un autre biais possible qui est de travailler parfois sur un horizon ferme un peu trop long, dont ils ont besoin quand même pour figer un peu les choses. Alors, est-ce que c'est une semaine, un mois, etc. Mais qui peut après amener un manque de flexibilité, et ça, c'est pénalisant de nos jours, de plus en plus. La gestion des stocks, le challenge, c'est être bon opérationnellement, donc être rapide et fiable dans l'exécution, avec deux risques. Si on est trop rapide, on peut faire de la casse ou des erreurs, envoyer le mauvais article au mauvais client, ça coûte très cher à tout le monde. Ou à l'inverse, faire de la surqualité et en réponse à des contraintes physiques ou réglementaires comme la chaîne du froid ou des produits fragiles ou dangereux, et on met en place des process qui peuvent devenir très chronophages. Voilà, il faut toujours poser la question de la valeur ajoutée qui est en face. Et la finance, derrière, un peu, c'est les gardiens du temple. Eux, ils vont avoir comme challenge de minimiser l'ensemble de ce qu'on appelle des coûts produits vendus, donc les COGS, en minimisant les prix d'achat, en minimisant les coûts de transport, les coûts de stockage, la valeur en stock. Voilà. Et le biais dans ce cas-là, c'est parce que à vouloir minimiser à tout prix, je mets en risque l'opérationnel en étant un peu trop minimaliste dans chacun des sujets.
Voilà. Donc, au final, quand on parle supply chain dans sa globalité, il y a ce flux physique qui est évident, auquel tout le monde pense, qui est le transport, le déplacement et le stockage de la marchandise. Mais il y a aussi et surtout un flux d'informations qui va être en fait le cerveau pour faire fonctionner ce flux physique. Et c'est un flux d'informations qui a une spécificité, c'est que c'est un flux d'informations inversé. C'est-à-dire qu'on commence par la fin, parce qu'on va commencer par la demande client. Voilà, mais je pense que alors, je connais pas les profils de chacun des personnes là qui participent, donc il y a peut-être j'enfonce peut-être des portes ouvertes hein, pour certains ou pour beaucoup. Je suis désolé, mais au moins ça permet de poser un peu le problème. Et puis il y a quand même ces flux financiers. Alors évidemment, il y a payer le moins cher possible, mais même quelque chose comme les incoterms, à savoir à quel moment on devient propriétaire, à quel moment, où est-ce qu'on achète dans la devise du pays ou dans notre devise pour sécuriser. C'est aussi des aspects qu'il faut prendre en compte, qui font partie de l'ensemble des négociations. Donc, à la fin, cette nécessité de gérer et d'optimiser en fait une triple gestion de flux. C'est voilà. Très souvent, on pense plutôt au flux physique, mais en fait, c'est plus complexe que ça, une supply chain. Alors, après, une supply chain, qu'est-ce que c'est? Vous avez plein de cas différents qui sont très standards. Il y a plein de modèles qui existent. Vous pouvez être en make to order, vous pouvez être en make to stock. Vous pouvez avoir des réseaux de supply chain plus ou moins complexes avec plus ou moins de niveaux de supply chain. Vous pouvez avoir de la production, pas de production. Vous pouvez avoir des petits magasins, beaucoup de magasins. Vous pouvez avoir quand vous faites de la production, vous pouvez avoir des lieux de production uniques qui s'enchaînent, ou vous pouvez avoir des lieux de production multiples. Comment est-ce qu'on choisit de s'organiser? Donc, il y a toutes ces problématiques-là. Et donc, chaque entreprise devient unique dans son besoin. Donc, à chacun des besoins qui sont, pour certains, comme relativement standards, il y a des bonnes pratiques qui existent. Donc, l'idée, c'est de combiner ces bonnes pratiques. Mais parfois, la combinaison de ces bonnes pratiques n'est pas un optimum. Donc, il faut réfléchir un peu autrement, sortir un peu de la boîte, garder les bonnes pratiques et personnaliser ce qui doit l'être pour certains points. Et ça nous amène à une nécessité de faire des choix forts. Alors, je vais prendre des exemples très connus, mais par exemple, chez Apple, ils ont décidé de survaloriser la qualité. Ils préfèrent des choses qui leur coûtent plus cher, mais ils veulent à tout prix garantir un niveau de qualité irréprochable. Sur Amazon, ça va être les délais. Quand vous êtes dans du retail, vous allez avoir tendance à aller plutôt chercher des pièces en Asie pour optimiser les coûts. Donc, voilà, c'est prendre l'ensemble de ces critères-là en compte pour définir une stratégie qu'on va développer après en tactique et qui va à la fin générer nos opérations. Et c'est comme ça qu'on va les piloter. Donc ça, c'est tous les enjeux de la supply chain au sens large. Après, qu'est-ce que peut apporter la digitalisation de cette supply chain? On va dire le premier challenge, si je veux vraiment le rendre simple, c'est faire en sorte que dans l'entreprise, on arrive à faire des choses aussi simples et aussi fluides qu'à la maison. Tout le monde passe des commandes sur Amazon en 2 clics. Pourquoi parce que je suis dans l'entreprise, tout d'un coup, une commande d'achat, ça devient compliqué, etc., etc. Alors, il y a de la contractualisation derrière, d'accord, mais il faut viser quelque chose qui est plus simple, plus automatisé, plus fluide. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur quelque chose que tout le monde ou beaucoup, je pense, connaissent, qui est la route Deming. Et donc, il faut pouvoir travailler sur ces 4 plans-là: le plan, le do, le check, le act. Et à la fin, alors nous on se rend compte qu'il y a beaucoup la supply chain n'est pas toujours ce qui est le plus digitalisé aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'Excel partout chez nos clients, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à retenir de clé, c'est que ce qui devient l'or noir de la supply chain et puis de beaucoup d'autres choses en fait aujourd'hui, c'est la data. Donc ce qu'il faut, c'est que dans toutes ces étapes de plan, do, check, act, on soit capable de la capter, la data, de la structurer, de l'analyser et même de la simuler. Donc si on revient un peu dans le détail de ces 4 points-là, en plus, vous allez avoir besoin de répondre à des nouvelles attentes clients. Donc, quand on en est à planifier, on va rechercher dans nos outils de digitalisation une capacité à simuler des scénarios, par exemple, à gérer plusieurs versions, à ce que l'outil fasse du machine learning par rapport à notre historique et se dise donc nous on pense que ça va plutôt être ça la suite. Dans l'exécution, là on va être dans tous les outils d'automatisation. C'est le scan, c'est le RFID, c'est les lunettes à réalité augmentée pour aider le préparateur, c'est tout ce qui est robotisation avec le RPA.
Dans tout ce qui est check, donc ça va être la partie monitoring en temps réel. Donc on peut s'appuyer sur des objets en IoT pour être sûr de capter l'information en temps réel. Et puis après, dans la restitution de l'information, que ce soit en business intelligence ou en data visualisation, c'est assurer une capacité de descendre dans le détail, donc de drill down, ou même d'avoir de manière proactive des alertes. Donc là, plutôt avec des bots qui peuvent nous dire attention, là, j'ai un problème sur tel article. Et puis, à la fin, dans le act, c'est comment est-ce que après, une fois que j'ai repéré mes points d'amélioration, quelle flexibilité j'ai pour me réorganiser, pour relancer l'ordonnancement, pour refaire des calculs, pour refaire des scénarios, what if, etc., etc. Donc la digitalisation, elle doit vous aider sur tous ces sujets-là. Et à la fin, cette flexibilité, elle va vous permettre d'explorer des nouveaux business models pour vos clients. Voilà, c'est la grande tendance depuis plusieurs années maintenant, hein, on vend plus des choses, on vend du service. Donc voilà, c'est des nouveaux business models à inventer derrière. Un très rapide mot sur Appsia, nous, comment on se positionne. Donc nous, on est un one-stop shop digital. Et on vous accompagne dans notre transformation digitale. Historiquement, on a un cabinet de conseil plutôt en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on est capable de vous accompagner dans toutes les phases de vos projets de transformation digitale, que ce soit les choix d'outils, le pilotage de projet, la conception, l'accompagnement du changement. Et puis, en fait, depuis 5-6 ans maintenant au moins, avec le cloud, on est devenu aussi intégrateur, puisque les solutions sont de plus en plus, pour ceux qui les ont déjà expérimentées, de plus en plus simples à utiliser, à mettre en œuvre, elles sont pensées pour ça. Et donc, on a un savoir-faire et une valeur ajoutée aujourd'hui, nous, qui est d'identifier chez les grands éditeurs du marché, vous voyez qu'on est partenaire de SAP, Microsoft, Cegid, qui, eux, sont tous les trois très innovants. Donc, identifier chez ces éditeurs leur innovation, et surtout, au-delà de l'innovation, la valeur ajoutée qu'on va pouvoir amener chez vous, chez nos clients. Voilà, on ne recherche pas l'innovation pour l'innovation, elle nous intéresse, on est curieux, mais derrière, ce qu'on va vraiment chercher à identifier, c'est cette valeur ajoutée qu'on veut y mettre. Et donc, au final, nous, on est un peu devenu, on raconte la même chose des constructeurs automobiles, alors toute proportion gardée, hein, mais des assembleurs, des concepteurs et des assembleurs. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont disponibles, et maintenant, il faut combiner un ERP, un CRM, ce qu'on appelle maintenant des Digital Operating Platforms, donc des choses qui permettent de faire des applications plus dédiées, personnalisées. Et voilà, donc c'est ensemble construire ça. Donc notre proposition, c'est de construire avec vous cette combinaison de solutions pour répondre à l'ensemble de vos problématiques. Donc pour ça, on a besoin de voir avec vous d'où vous partez. Donc, si on se ressente maintenant sur la question de la supply chain, est-ce que vous avez un ERP? J'imagine que la plupart d'entre vous, c'est le cas, mais pas toujours quand on est dans des petites startups, PME, etc. Est-ce que vous avez un TMS pour le transport, un WMS pour le warehousing, une gestion de la qualité, un QMS, un APS pour la planification, un PLM, un MES? Bon, bref, il y a plein d'outils qui participent à cette digitalisation de la supply chain. Donc, voir d'où vous partez, en termes d'outils et aussi en termes d'expertise et j'ai envie de dire, pratique et théorique de vos équipes sur ces différents sujets. Parce que, voilà, vous pouvez être mal équipé, mais très sachant théoriquement, et donc la mise en place de l'outil sera très simple, ou s'il faut aussi vous accompagner dans comment est-ce qu'on optimise un MRP ou un PIC, etc. On a besoin de savoir d'où vous partez pour comprendre. Je m'arrête là pour Appsia. Pour la suite de ce webinaire, donc, vous avez vu que la supply chain, c'est très large. La digitalisation, on peut attaquer plein de sujets différents. Mais pour la suite, on va se concentrer sur un outil et un aspect en particulier, qui est le SNOP. Et là, clairement, je pense que si vous voyez nos trois éditeurs, j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais SAP nous paraît l'éditeur le plus pertinent sur ce type de sujet-là. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Gilles, qui va nous présenter la solution de SAP pour ce sujet qui est SAP Integrated Business Planning, qu'on appelle IBP. Merci Hubert. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement ce que c'est que cette solution SAP Integrated Business Planning. Et je voudrais commencer par revenir un peu pourquoi on a développé cette solution-là.
Hubert vous a déjà expliqué ou représenté effectivement que les différentes entités des entreprises, les différents départements ont des objectifs et des challenges différents. Tu peux avancer le slide, hein. Voilà, merci. Donc, des objectifs différents. Et puis, il a aussi mentionné le fait que souvent, les solutions sont assez hétérogènes, avec beaucoup d'Excel. Donc, c'est ce que j'ai modélisé, enfin, représenté ici, où on a des départements de type gestion de la demande, prévision, commerce, etc., qui vont avoir tendance à demander la lune pour atteindre leurs objectifs. Côté industriel, présenté par Supply, on a plutôt des objectifs de rentabilité, de maximiser l'utilisation des ressources et des capacités industrielles. Et puis entre les deux, la finance qui essaye de compter les points et de s'assurer qu'on arrive à respecter les budgets. Donc des objectifs différents, des challenges différents, et puis en plus de ça, des applications souvent différentes. Dans chaque département, on peut se retrouver des fois avec plusieurs applications diverses, beaucoup d'Excel souvent, et du coup des difficultés à harmoniser les plans, à aligner les plans entre les plans de demande, les plans de production, d'approvisionnement et puis les budgets. Donc ça, c'est un des points importants dont on est parti effectivement. PIBP, d'une part améliorer la façon de travailler dans chacun des départements, mais surtout faire en sorte de permettre un alignement de ces différents plans et pour cela travailler sur de la collaboration, donc avoir une application qui permette vraiment de collaboration, de l'alignement des plans, de façon à ce que ces plans que j'ai représentés par les petites sinusoïdes, vert, jaune et violette, là, puissent converger dans le temps. Alors, à partir du moment où on commence à faire de la collaboration, évidemment, on va se poser des questions, on va vouloir tester des hypothèses, on va vouloir simuler des choses pour pouvoir discuter entre les différents départements, justement. Et donc, aussi, une chose qu'on a voulu absolument avoir facile dans IBP, c'est cette possibilité de créer des scénarios, de simuler des hypothèses et de comparer aussi ces scénarios, aussi bien en quantité, en termes de demande, en termes de quantité aussi, en termes de capacité d'utilisation, mais aussi en termes de valorisation, en particulier parce que pour prendre une décision, on a besoin souvent de vérifier l'impact métier, l'impact business sur la partie finance. Et donc, globalement, l'idée après, évidemment, c'est de pouvoir faire ces simulations et du coup, avec des cycles d'élaboration de plans industriels et commerciaux, le SNOP en anglais, des cycles périodiques, progressivement faire en sorte que ces plans s'alignent et qu'on optimise à la fois les ventes, la satisfaction des clients, le chiffre d'affaires et l'efficacité de l'entreprise globale. Et pour ça, on a voulu aussi ajouter une dimension de mesure pour pouvoir les indicateurs clés et s'assurer qu'effectivement, on avance dans la bonne direction, dans l'amélioration. Donc ça, en deux mots, c'est vraiment la jeunesse de IBP. Pourquoi ouais, tu peux y aller. et du coup, on a voulu une solution qui permette de gérer toutes ces dimensions. Donc, on a un modèle de données qui permet de gérer à la fois la partie prévision de vente, comment je collabore sur l'élaboration d'une prévision avec des commerciaux, avec des prévisionnistes, avec des clients aussi. Un aspect planification, supply, donc tout ce qui est production, approvisionnement, avec là aussi de la collaboration, en particulier avec les fournisseurs. Entre la demande et les approvisionnements, on a souvent des aspects stock intermédiaire, stock projeté, stock de sécurité. Donc, on a aussi intégré des outils pour mesurer tout cela. Et puis, bien sûr, le volet finance qui permet de valoriser et de comparer avec, entre autres, avec un budget pour s'assurer qu'on est en ligne avec les budgets. Donc ça, c'est le modèle de données en termes de périmètre. Et puis évidemment aussi, l'idée, c'est souvent dans les entreprises, on a des outils différents pour faire la planification long terme, pour faire la planification moyen terme et puis le court terme opérationnel. On a voulu dans IBP pouvoir gérer l'ensemble de façon harmonieuse et intégrée. Donc depuis les niveaux stratégiques, plutôt du genre plan industriel et commercial, justement, le sujet d'aujourd'hui, et de pouvoir descendre jusqu'à des plans beaucoup plus détaillés avec des mailles jour et très fines. Donc, on va avoir dans cette modélisation la possibilité de travailler sur des horizons différents, évidemment, en fonction de ces mailles-là, des horizons temporels différents, des mailles temporelles différentes, depuis des jours sur le court terme jusqu'à des mois, des semaines, des trimestres ou des années sur le long terme. Et puis aussi, bien sûr, quand on parle long terme et court terme, sur le court terme, on va souvent travailler au niveau le plus fin, donc c'est ce qu'on voit sur la partie basse de ce schéma, au niveau des articles, au niveau de chacune des usines, des ateliers de production, et puis au niveau de clients pour les commandes.
Et puis, par contre, quand on regarde des aspects plus orientés plan industriel et commercial à moyen terme, on va plus s'intéresser à des familles de produits, à des régions géographiques, à des groupes de clients, des marchés, etc. Donc, on a voulu tout ça dans IBP, que tout ça soit harmonieux et qu'on puisse facilement passer d'un niveau fin jusqu'à un niveau agrégé de façon très intuitive et très simple. Et puis, ce qui n'apparaît pas ici, c'est la partie simulation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir aussi, sur tous ces plans, pouvoir faire des simulations et comparer des scénarios. Donc, sur ce slide ici, j'ai représenté en fait SAP IBP, qu'est-ce que c'est finalement et comment ça s'intègre avec les solutions qui sont les plus proches finalement de cette solution. Donc, tout ce qui est en bleu ici, en bleu foncé, ce sont les processus qu'on peut gérer avec IBP. Donc, vous voyez l'ensemble de la supply chain, finalement, l'ensemble de la planification de la supply chain, depuis la gestion de la demande, l'élaboration des prévisions, jusqu'à la planification de la production, des approvisionnements, la réponse aux commandes clients, ce qui est sur la partie droite. Et puis, évidemment, entre les deux, enfin, ça, c'est plutôt opérationnel. Et puis, entre les deux, tout en haut, la partie Sales and Operations Planning, qui est plutôt la planification moyen terme ou long terme, sur laquelle on va avoir à la fois un volet demande, un volet approvisionnement, production, et la possibilité de discuter, de collaborer entre justement les différents départements pour aligner les plans entre ces départements, les plans de demande, les plans d'appro, les plans de production, le budget, etc. Donc cette plateforme, elle est évidemment intégrée avec un ERP. Donc ici, j'ai représenté notre ERP actuel, hein, donc le SAP S/4HANA. Évidemment, on peut se connecter aussi avec nos ERP précédents, le SAP ECC, et on peut aussi se connecter avec des ERP non SAP. Si vous n'avez pas de ERP non SAP, ce n'est pas un problème. On peut tout de même utiliser IBP. C'est aussi une des volontés qu'on avait développées au départ, d'avoir une solution qu'on appelle agnostique, donc qui ne dépend pas forcément du landscape et des systèmes que vous avez déjà. Et puis autour, j'ai rajouté deux choses. En haut, vous voyez le SAP Supply Chain Collaboration, qui est en fait notre plateforme de collaboration avec les fournisseurs, qui nous permet, entre autres, d'échanger des informations sur des prévisions avec les fournisseurs pour s'assurer qu'ils sont en mesure de nous répondre. Et en particulier pour un plan industriel et commercial, ça permet de valider les plans. Et puis aussi sur le court terme, sur la partie à court terme, vérifier qu'effectivement les fournisseurs répondent. Budgétaire, puisque comme je le disais, quand on travaille sur des plans, et en particulier sur un plan industriel et commercial, on a besoin d'être aligné avec le budget et d'échanger les informations avec les équipes, les équipes financières. Pardon. Donc voilà, donc cette plateforme IBP, donc toutes les boîtes en bleu, c'est donc une plateforme unique avec un modèle de données intégré unique et avec une ergonomie aussi qui est unique, c'est-à-dire que quelles que soient les applications ou les processus que vous allez vouloir gérer, l'ergonomie, ce sera la même, basée sur de l'Excel et sur du web. Et ça, c'est Adrien qui va vous montrer tout ça dans sa démo. Merci Gilles. Alors, je vais à présent partager mon écran. A priori, ça a l'air d'être bon. Alors, bienvenue à tous donc, dans cette partie démonstration. Merci Gilles et Hubert pour ces éléments sur IBP. On va passer donc à une partie un petit peu pratique. Et donc là, on se retrouve dans un premier temps sur l'interface web d'IBP. Et pour commencer, on va regarder un petit peu de quelle entreprise on va parler pour illustrer notre exemple. Donc pour ça, je vous propose d'utiliser l'application Supply Chain Network qui offre une vue assez graphique de l'entreprise, ce qui peut être assez pratique pour la présenter avec vous aujourd'hui. Voilà, je cache le petit panneau. Donc, on est dans une entreprise qui fabrique des produits audio. Donc, audio, c'est des casques audio, des speakers, etc. Et cette entreprise, donc là, on a fait un focus sur un produit qui est le produit IBP 110, qui est un casque audio. Et donc là, on illustre un petit peu le réseau supply chain pour ce produit-là. Donc, on voit que pour ce produit, il y a 3 usines qui le fabriquent, qui expédient ensuite ce produit dans 3 centres de distribution, puisque cette entreprise est implantée dans le monde entier. Et chacun de ces réseaux de distribution les envoie vers d'autres points de stockage. Donc, par exemple, sur ces 2 premiers points de stockage et destinataires de clients finaux, on peut imaginer que ce sont des magasins.
Et sur ce dernier point de stockage, on peut imaginer que c'est un entrepôt déporté qui irait livrer des produits à d'autres clients, plutôt en B2B. On voit aussi, comme c'est une entreprise qui a des usines, elle utilise des nomenclatures de production pour assembler ses produits. Et on peut voir ici les composants de notre produit IBP 110 qui sont au nombre de 2. Et avec cette vue, on peut faire le choix d'explorer un petit peu plus la supply chain pour remonter en amont de ce produit. Mais évidemment, ça devient un petit peu plus complexe puisqu'il y a des ramifications un peu dans tous les sens. Mais voilà, en tout cas, si on souhaite explorer comment on arrive à ce produit-là, on peut le faire avec cette application. Alors, cette interface web, elle va être très utile aux partenaires comme Appsia pour implémenter la solution, mais elle sera aussi utile aux utilisateurs, notamment pour la partie dashboard. La partie dashboard, c'est là aussi, comme son nom l'indique, pour faire des tableaux de bord. Donc, évidemment, on peut faire toutes sortes de tableaux de bord. Il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ça tant que la donnée existe dans IBP, dans la base de données. Mais en tout cas, il y a des petits widgets qui peuvent être intéressants, tels que les processus. Les processus, en fait, c'est un outil qu'on va utiliser dans IBP pour cadrer un petit peu, par exemple, le processus SNOP, qui va être lancé tous les mois et qu'on va découper en étapes principales. Donc là, on a fait le choix de découper ce processus SNOP en 3 étapes. Donc une partie demand review pour la partie demand planning, une partie supply planning pour la partie MRP, et après une dernière étape sur la revue de capacitaire. Donc ce petit widget nous permet justement de suivre la progression des processus SNOP tout au long du mois, par exemple, si on est sur un cycle mensuel. Et on peut aussi lancer le processus depuis ce widget. Et des tâches qui découpent chacune des étapes vont être attribuées à des personnes ou à d'autres. Et chaque personne ira les valider et pourra ensuite transmettre le témoin à la personne suivante. Donc ça, c'était pour la partie interface. Passons maintenant sur la partie Excel. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé. Cette entreprise, elle utilise IBP, évidemment, pour remplir plusieurs objectifs. Ces objectifs, on a un objectif lié à la demande, c'est de pouvoir faire des prévisions complètes dans le sens où il faut prendre les inputs là où ils sont, c'est-à-dire que ça peut être chez le client, ça peut être chez les sales, ça peut être au marketing, ça peut être l'historique aussi. Donc ça, c'est pour la partie prévision. Mais évidemment, il y a un besoin, comme pour tout MRP, puisque IBP est parmi d'autres outils, un MRP, de calculer les besoins et ensuite de planifier la production. Alors, cette interface Excel, c'est l'interface que les utilisateurs quotidiens, je dirais, qui sont plus attachés à l'opérationnel de l'utilisation d'IBP, vont pouvoir privilégier. Il s'agit simplement d'ajouter un add-on sur Excel et on peut se connecter en direct à la base de données qui est dans le cloud. Ensuite, on ouvre ce qu'on appelle des planning views. Donc, je vais en ouvrir une première avec vous. Donc là, je me glisse dans la peau d'un prévisionniste qui va lui s'attaquer à regarder un petit peu l'historique qu'on peut avoir sur nos produits pour définir une tendance future. Donc là, on est sur un forecast statistique. Donc là, au passage, je vous présente les fameuses planning views qu'on va beaucoup utiliser opérationnellement et qui se décomposent en plusieurs parties. Donc, il y a une partie graphique si on a envie de voir, si on est plutôt visuel, pour voir un petit peu les données qu'on a en dessous. Il y a aussi une partie donc master data. Donc ça, c'est les données qui ne vont pas trop bouger dans le temps, telles que les produits, les entrepôts ou les clients, par exemple, mais ça, il peut y avoir beaucoup d'autres éléments. On va avoir ensuite les key figures, qui sont les données transactionnelles qui, elles, évoluent dans le temps. Ces données peuvent être évidemment soit stockées quand on va aller les chercher de l'ERP pour les intégrer dans IBP, ou alors elles peuvent être calculées. Donc, soit à partir directement des éléments qu'on a été chercher de l'ERP, soit en prenant en compte d'autres éléments qui n'existeront que dans IBP, qu'on va taper à la main ou mettre des règles de fonctionnement peut-être un peu plus spécifiques. C'est aussi sur les key figures qu'on va les stocker les données calculées par IBP.
tel que le forecast statistique qu'on est en train de regarder actuellement. Le troisième point, c'est l'aspect chronologique, avec ce qu'on appelle les time buckets. Les time buckets, c'est simplement l'élément temporel sur lequel on va aller stocker notre donnée. Cet élément, on le définit au moment du paramétrage. Et on va dire, un key figure va être stocké plutôt au niveau d'une journée. Par exemple, une commande client, on va la stocker à la journée parce qu'on est capable d'avoir cette précision-là et elle peut avoir son importance pour la production, par exemple. Ou alors, on peut choisir de stocker cette donnée au mois, tel qu'on pourrait le faire pour un forecast client qui, lui, n'est pas en mesure de nous donner un forecast quotidien de ses commandes. Donc, la prévision statistique. La prévision statistique, moi, en tant que prévisionniste, je vais regarder quels sont les chiffres des mois passés. Donc, par exemple, là, j'ai un horizon qui débute en 2020 et qui s'arrête jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la courbe rose qu'on peut voir avec des pics relativement réguliers. Le forecast statistique qui a été calculé automatiquement jusqu'ici par IBP utilise une simple moyenne mobile qu'on voit en vert. Et moi, j'estime que ça... non, excusez-moi, c'est un triple lissage exponentiel qu'on a là. Et moi, j'estime que ce triplage exponentiel ne correspond pas parfaitement parce que je trouve qu'à la fin, on a une hausse vraiment de la prévision qui me va pas trop par rapport à ce que j'ai pu observer dans les mois précédents. Donc, je vais pouvoir faire une simulation pour voir qu'est-ce que ça donnerait si j'utilise plutôt une moyenne mobile qui se base sur l'écart type aussi qu'on a sur nos produits. Donc là, je lance une simulation. Il n'y a rien qui se sauvegarde dans la base de données. Ça va être uniquement visible sur mon Excel. Et point important et rappel, parce que ça peut être un peu déroutant au début, Excel ne sert vraiment que d'interface. Ça n'a rien à voir avec l'Excel que vous pouvez connaître habituellement, qui lui utilise des formules Excel telles que les sommes, les produits, etc. Là, on est vraiment sur de la lecture de la base de données IBP qui est dans le cloud. Donc là, j'ai lancé mon nouvel algorithme de moyenne mobile et sur lequel on a moins l'effet de... Non, c'est le... Excusez-moi, c'est le même. Hop, je vais faire une sauvegarde. Et un rafraîchissement. D'accord, bon, c'est l'effet des mots, évidemment. Donc en fait, je pense qu'on était bien sur une moyenne mobile et je vais passer à un triple lissage exponentiel. Donc évidemment, les temps de chargement parfois peuvent être un petit peu longs parce qu'on gère vraiment un volume de données extrêmement conséquent. Et ça peut occasionner quelques longueurs parfois. Voilà, bon, il ne veut pas recalculer ma moyenne, ma prévision. C'était évidemment à prévoir, ça se passe toujours comme ça dans les démonstrations. Bon, je m'excuse. En principe, il aurait dû m'apporter une courbe un peu différente sur le forecast statistique. Et là, je vous aurais dit, ça me convient mieux, ça correspond plus à ce que j'attends. Donc là, dans ces conditions, cette simulation me va. Je choisis de la sauvegarder en tant que prévision statistique pour le futur. Donc ça, c'est vraiment l'input que je vais avoir pour le prévisionniste. Cet input de forecast statistique va également me permettre de calculer une segmentation. Cette segmentation, certains vont peut-être la connaître, hein, c'est la segmentation ABC XYZ. La segmentation ABC, tout le monde la connaît, je pense, c'est quand on regarde un petit peu la volumétrie des produits. La notion de XYZ, c'est pour prendre en compte une notion de variabilité. Notre volume, évidemment, il n'est pas constant. Ce n'est pas parce qu'on a un produit qui tourne beaucoup que sa demande est constante. On peut avoir des produits qui tournent beaucoup, mais avec une demande qui est très variable, qui va beaucoup bouger d'une semaine à l'autre et qui nécessitera évidemment un stock conséquent. À l'inverse, on peut avoir un produit qui tourne peut-être un peu moins bien, mais pour lequel on a une demande qui est extrêmement stable. Et du coup, pour lequel on n'aura pas forcément besoin
de prévoir un stock tampon très important. Donc ça, c'est utilisé en logistique. Mais pour la partie prévision de demande, on va effectivement s'attarder plutôt sur la segmentation ABC pour se dire, finalement, j'ai des produits qui tournent beaucoup, c'est plutôt sur eux qu'il faut que je passe du temps à faire une bonne prévision, plutôt que sur les produits C qui tournent beaucoup moins et qui me rapportent moins de profit. On peut lancer beaucoup d'algorithmes pour cette prévision statistique. Donc là, je vous ai donné un très bref aperçu des possibilités avec, par exemple, la moyenne mobile, le lissage exponentiel qui peut être simple, double ou triple. Mais il y a d'autres algorithmes tels que le Demand Sensing, par exemple. Le Demand Sensing, c'est un algorithme assez particulier puisqu'il utilise le machine learning. Les autres algorithmes sont assez standards et vont se baser beaucoup sur l'historique. Le Demand Sensing, lui, va prendre en compte beaucoup d'autres paramètres tels que le portefeuille des commandes ouvertes avec les clients, les délais de livraison, etc., pour finalement donner une prévision à court terme, puisqu'on va regarder le portefeuille des commandes ouvertes. Évidemment, on n'a pas forcément une visibilité sur les commandes ouvertes qui est très importante, mais en tout cas, à court terme, on va être en mesure de faire une prévision un peu plus fine. Voilà pour la partie statistique, pardon. On va se glisser maintenant dans la peau d'un sales. Donc, et c'est là où on va attaquer justement l'aspect collaboratif d'IBP, où on va aller chercher l'input, comme je le disais tout à l'heure, là où il est, c'est-à-dire par exemple chez les sales. Donc les sales, ils nous donnent un input du marché. Par exemple, eux, ils peuvent voir, les sales peuvent voir les choses sous plusieurs angles. Ils peuvent voir les choses du point de vue du client, parce que certains clients, peut-être pas tous, vont leur donner une prévision. Ils peuvent aussi choisir de le voir sous l'angle famille de produits. Et c'est là où on arrive sur un outil qui est très intéressant avec IBP, c'est cette possibilité d'agréger ou de désagréger la donnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai pas mes produits. En revanche, j'ai ma famille de produits. Et en fait, quand je regarde ma famille de produits, je vois que les chiffres qui sont indiqués, en fait, c'est la somme par exemple, pour cette ligne-là, des sales forecasts de tous mes produits qui appartiennent à la famille des headphones. Donc ça, c'est une fonction assez intéressante. Et c'est possible de faire cette agrégation à la fois en termes de master data, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, comme je vous l'expliquais là aussi, le client, lui, il va être en mesure de nous donner une prévision mensuelle seulement. Derrière, moi, je vais être capable de la décomposer par semaine. Je suis libre aussi de définir la manière dont ces données sera désagrégée dans le temps. C'est-à-dire que je peux considérer que mes clients, la répartition, elle est assez homogène sur le mois, ou alors je peux dire, en fait, quand mon client me donne un forecast de 6000 pièces sur le mois de mars 2020, je vais plutôt mettre 50% sur la première semaine et répartir le reste sur les 3 semaines du mois qui sont restantes. Je peux vraiment être assez libre de définir la manière dont la donnée sera désagrégée et agrégée dans IBP. Alors là, mon client, il m'a donné un nouvel input. Il m'a dit que pour avril 2022, il avait une prévision à 6000 pièces. Donc, je vais faire la modification. Et il m'a aussi dit que pour novembre 2021, il prévoyait sa prévision à la hausse. Donc, je vais aussi en tenir compte. Moi, derrière, je vais indiquer le forecast que je veux considérer pour ce client, pour cette famille de produits. Donc, par exemple, moi, pour celui-ci, je préfère prendre une petite marge parce que je sais que le client il a toujours tendance à moins s'engager que la réalité des choses. Donc, je vais prévoir une petite marge. Je vais mettre 7500 pièces. Et pour le nouveau mois qui a été prévu, je vais aussi mettre une prévision. Là, je vais aller plutôt la minorer. Une fois que j'ai fait ces modifications, là aussi, je vais aller sauvegarder ma donnée. Donc là, j'ai un input des sales et j'ai un input du client. Je sauvegarde. Voilà. Et je vois qu'ici, dans la partie Sales Forecast, il se sera occupé de faire l'agrégation et de m'indiquer les nouveaux chiffres. Donc là, on est dans un découpage qui est un petit peu différent. On n'a plus le client, on a toujours notre vision famille, mais on a plutôt la vision du marché. Donc, comme c'est un cas d'exemple, sur cette région-là, on n'avait qu'un seul client, mais évidemment, on aurait pu avoir plusieurs clients, et finalement, ici, on aurait vu la somme des prévisions de tous les clients,
et enfin, des prévisions forecast, pardon, du sales pour tous les clients. Donc ça, c'est pour l'input des sales qui sera pris en compte plus tard par le prévisionniste qui en fera la synthèse. Ensuite, on se glisse dans la peau de quelqu'un du marketing qui va lui aussi venir nous donner son input. Donc lui, le marketing, il n'a pas de notion de client. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les marchés. Parce que ces campagnes, il les mène indépendamment d'un marché à l'autre. Donc par exemple, le marketing, lui, il estime qu'en novembre, en prévision de Noël, il va prévoir une campagne marketing plus importante. Donc aux États-Unis, enfin pardon, en Amérique du Nord. Donc il va décider d'augmenter sa prévision à 10 000 pièces. Et c'est le seul input qu'il va donner. Hop. Et on va faire une promotion. Voilà. Alors, il y a un recalcul qui est fait aussi en fonction des prévisions qui peuvent venir d'autres clients, des modifications qui sont faites en parallèle, etc. Ensuite, on se glisse à nouveau dans la peau du prévisionniste et qui va faire la synthèse. Donc lui, son travail, ça va être de regarder les prévisions fournies par tout le monde et de donner une prévision finale globale. Donc évidemment, là, on est sur un process manuel qui a été défini par l'entreprise. Après, on peut tout à fait faire le choix de mettre en place des règles calculées qui vont aller prendre en compte un certain pourcentage du forecast des sales, un certain pourcentage du forecast marketing et un certain pourcentage du forecast statistique. Là, aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est plutôt de faire le processus manuellement. Donc moi, je vais faire le choix de me glisser, de considérer beaucoup l'input du marketing sur le mois de novembre, parce que le sales, il n'est peut-être pas encore au courant, mais en tout cas, a priori, il va y avoir une promotion importante. Donc, je vais augmenter la demande, enfin la prévision pour ce mois-là. Et je vais en profiter pour remplir la même chose pour les mois de mars et avril. Donc là encore, cette prévision, je la sauvegarde et elle va aller se répartir sur les niveaux en dessous. Voilà. Ensuite, donc le travail du prévisionniste est terminé. C'est le supply planner qui va prendre le relais. Et donc lui, supply planner, et qui s'occupe aussi de regarder un petit peu, de suivre la charge en production. Donc ce supply planner, lui, il va lancer ce qu'on appelle l'heuristique. Donc c'est l'algorithme de MRP. Donc là, l'heuristique, c'est un algorithme qui ne considère aucune contrainte. C'est-à-dire qu'on a une capacité infinie à fournir les produits. C'est intéressant toujours d'avoir ce genre d'algorithme pour savoir quel est idéalement l'objectif vers lequel on voudrait tendre. Alors là, on est sur un algorithme qui tourne sur quelques semaines seulement parce que on estime qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de visibilité pour la production. On pourrait faire le choix d'aller voir un peu plus loin pour se donner une vue un peu plus complète, notamment pour les achats. Aujourd'hui, en tout cas, on s'attaque surtout à la partie production. Donc là, on voit quand même que le MRP il a tourné assez rapidement pour regarder Voilà. quand même toute l'entreprise, tous les besoins de l'entreprise. En termes de puissance de calcul et de rapidité. Effectivement, quand on considère le volume de données, faut dire que c'est extrêmement rapide. Donc ça, c'est le résultat donné par un calcul heuristique et on voit nos projections de stock pour les semaines à venir. En fonction du stock qui était dispo actuellement, des encours de production et de la demande qui va être à couvrir. Donc on retrouve ici notre consensus demand qui est la synthèse des besoins renvoyés par les différents services. Donc moi, ça c'est le résultat de l'heuristique. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir le comparer à un autre résultat qui serait, donc là je vais quand même sauvegarder celui-ci,
je voudrais pouvoir le comparer à un autre cas qui serait l'optimizer. L'optimizer, c'est un autre algorithme qui, lui, va prendre en compte des contraintes de coût, de capacité, et qui va faire en sorte de maximiser finalement le profit en sortie de calcul. Tout ça, évidemment, de manière automatisée. Donc, l'idée, c'est de créer justement des scénarios. Avec les scénarios, j'en ai créé deux. Donc, j'ai créé un scénario pour l'heuristique et un scénario pour l'optimizer. Donc, je vais rajouter, à ma vue, le second scénario. Donc, je vais garder la baseline puisque c'est sur la baseline que j'ai calculé avec l'heuristique. Et avec l'optimizer, donc là, évidemment, l'optimizer prend encore plus de paramètres en compte, donc c'est évidemment un petit peu plus long. Donc évidemment, il y a peut-être quelques points d'attention à regarder après un run d'optimizer. Alors, là, on voit que l'optimizer, il avait déjà été recalculé, mais il nous donne des résultats qui vont être différents, notamment sur la demande, qui peut être plus faible sur un mois donné, parce qu'on sait, sur une période donnée, parce qu'on sait qu'on ne va pas être en mesure de répondre à l'intégralité de cette demande. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte évidemment des contraintes de production, de notre capacité de production, des quantités qui sont actuellement disponibles et de ce qu'on va être en mesure de produire d'ici à cette semaine-là. Donc ça, c'est vraiment un très très bref aperçu de la partie optimizer. Mais en tout cas, ça va me permettre le fait d'utiliser des scénarios, ça va me permettre de pouvoir comparer finalement deux hypothèses. Une hypothèse vraiment optimiste où on est l'heuristique, on a aucun problème. C'est vraiment si tout se passe bien, l'objectif qu'on voudrait atteindre. L'optimizer, lui, va être plus réaliste dans le sens où il va prendre en compte les contraintes, mais en même temps, l'optimizer, lui, il ne va pas forcément prendre en compte le fait qu'on puisse raccourcir certains délais, qu'on puisse échanger certains batchs de production. Et donc, évidemment, la vérité, ce qu'on va vraiment pouvoir réaliser va peut-être se trouver entre les deux, à mi-chemin entre les deux. Donc, voilà pour cette partie démonstration. Faut savoir que je peux évidemment pas tout vous montrer aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes avec IVP. Au-delà des scénarios, on a notamment les versions qui peuvent. Donc là, pardon. Là, je vous ai montré une simulation, enfin des scénarios uniquement sur la partie MRP, mais on pourrait avoir carrément des versions différentes sur l'intégralité du processus SNOP qui prendrait en compte, par exemple, une version peu optimiste, donc avec une prévision de la demande qui serait peu optimiste, par exemple, et on verrait le résultat jusque dans la partie MRP, ou alors une version très optimiste, peut-être un peu plus que ce qu'on serait en mesure de réaliser, où là, finalement, on aurait une demande client qui serait plus importante, un forecast qui serait plus important, et à l'autre bout, on aurait aussi le résultat pour la partie supply planning. Donc voilà pour cette partie démonstration. J'ai pas forcément pu regarder s'il y avait beaucoup de questions, évidemment. Donc je propose qu'on passe à cette partie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va tenter d'y répondre.
Alors, si vous avez plus de questions, j'avais juste une dernière slide, mais pour se laisser le temps de répondre à vos questions et vous remercier. Mais comme je vois qu'il n'y a pas de questions particulières et que l'heure approche de la fin, nous, ce qu'on vous propose, évidemment, si vous êtes intéressé, c'est de nous recontacter. Vous allez avoir dans vos boîtes mail une récapitulative de la vidéo pour pouvoir le voir a posteriori si vous souhaitez. Il y a un document qui est téléchargeable actuellement, normalement, depuis votre fenêtre, qui est en fait un livre blanc. On a remis un certain nombre d'informations sur le sujet. Donc, c'est un livre blanc sur la digitalisation de la supply chain d'une manière générale. Et donc, plus globalement, je vous dis, on reste entièrement à votre disposition pour creuser d'autres sujets. Comme le dit Adrien, on est bien conscient que vous ne pouvez pas tout voir dans le temps qui était imparti. On ne voulait pas non plus vous prendre toute une après-midi pour ça. On sera ravis d'échanger avec vous plus largement. Et en tout cas, on vous remercie de votre participation. Je regarde une dernière fois, mais il n'y a pas de questions. Ah, si, Mathieu, éventuellement. Alors, désolé, il y a un tout petit décalage, on va attendre voir s'il y a quelque chose qui arrive. Bon, quoi qu'il arrive, vous aurez nos coordonnées dans le mail que vous recevrez récapitulatif de ce webinaire. Ah, peut-on gérer des comparaisons de prévision d'un mois au suivant? Oui, on peut tout à fait gérer des comparaisons de prévision d'un mois au suivant. C'est effectivement une fonctionnalité que j'ai pas montrée parce que, encore une fois, on peut malheureusement pas tout montrer, mais en fait, on peut paramétrer ce qu'on appelle des snapshots qui vont qui vont capturer en fait les données à un instant T, et vous allez pouvoir par la suite ramener ces snapshots dans votre planning view pour l'afficher et la comparer aux données que vous êtes actuellement en train de traiter. Donc oui, on peut tout à fait faire des comparaisons de prévision d'un mois au suivant, et voire même d'une année à la suivante, de plusieurs mois de décalage. J'espère avoir répondu à votre question. Et si ça vous va, alors désolé parce qu'il y a un tout petit décalage parfois entre les questions que vous nous posez et le moment où elles nous arrivent. Voilà, donc je vous propose de clôturer là. Si vous avez des questions, bah, on sera ravis d'en faire des sessions un peu plus personnalisées avec vous. N'hésitez pas à nous recontacter et très bonne journée à tous. En tout cas, au revoir. Merci, au revoir.